Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je me suis réveillé avec des mains autour de ma gorge, étouffant mon air. J'ai émergé des courants noirs du sommeil et j'ai ouvert les yeux pour voir un visage étrangement similaire au mien qui me fixait. L'autre Benjamin était à califourchon sur moi, s'appuyant fortement sur moi alors que j'essayais de me débattre et de me libérer. Ses bras m'empêchaient de le frapper à la tête, alors j'ai essayé de le frapper sur les côtés. Il a grogné à chaque impact, mais il n'a pas bougé. J'ai essayé d'établir un contact visuel, de lui dire quelque chose, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. Il semblait même l'éviter. Il se contentait de fixer ses mains autour de ma gorge, les lèvres retroussées par les dents en une sorte de rictus ou de grimace, sous des yeux qui semblaient presque chagrins. Cela m'a fait encore plus peur. J'ai commencé à me débattre plus fort, essayant de le repousser tout en lui assénant un coup de coude dans le bras, dans l'espoir de briser son emprise. Mais il était trop fort, et je me sentais déjà glissé dans les eaux glacées de l'inconscience. En perdant connaissance, j'ai eu le temps de m'inquiéter de savoir si je portais toujours mes chaussures et de l'entendre dire qu'il était désolé. Lorsque je me suis réveillé, j'étais à plat ventre sur le sol, le côté gauche de ma tête mouillé par une sorte de liquide visqueux. J'ai essuyé mon œil gauche, puis je les ai ouverts tous les deux à titre expérimental. J'étais dans une version de ma chambre, mais je pouvais dire que ce n'était pas la mienne. Je regardais lentement autour de moi, ma gorge me faisant mal à chaque respiration lorsque je me redressais. La pièce était vide, et la porte fermée, et je devais lutter contre l'envie de me précipiter dehors et de partir à la recherche de Magali. Je devais faire preuve d'intelligence. Prendre mon temps et tout assimiler. Avec dégoût, j'ai remarqué que ma main était mouillée de sang à l'endroit où je m'étais essuyé la tête. En fait, tout mon côté était trempé, tout comme le sol. J'eus un pincement au cœur en pensant qu'il avait tué Magali avant de revenir me chercher, mais j'essayais de le retenir en étudiant le reste de la pièce. Il n'y avait rien de remarquable, si ce n'est qu'il avait suspendu 5 miroirs à différents endroits de la pièce, tous sombres. Je regardais le coin du plafond au-dessus du lit et poussais un soupir de soulagement en n'y voyant aucun miroir. En me tournant vers le mur, j'ai vu qu'il avait enlevé le papier qu'il avait utilisé pour faire la porte de ce côté. Je devinais qu'il l'avait reproduite de l'autre côté pour qu'elle reste ouverte pendant qu'il détruisait ce côté. Mais à part le papier, je n'avais toujours aucune idée de la façon dont cela avait été fait. Étant donné le sang frais, il semblait probable que cela en faisait partie. Une fois de plus, j'ai eu un frisson de peur pour Magali, et cette fois, je n'ai pas pu y résister. Me levant avec raideur, je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte d'un coup sec. Une femme a crié, et en regardant à travers le salon faiblement éclairé, j'ai vu que c'était Magali. Elle avait l'air terrifiée, et elle était enchaînée au mur par une sorte de collier. Mais elle était vivante. « Magali ?» Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est lentement refermée en me voyant. Au bout d'un moment, elle a commencé à se lever, son visage oscillant entre la peur et l'espoir. « Benjamin, c'est vraiment toi ?» a-t-elle demandé. Je voulais courir vers elle, mais je voyais bien qu'elle était effrayée. Alors, je me suis approché lentement. « Oui, c'est moi, chérie. Il t'a fait mal, tu vas bien ?» Son visage s'est effondré, tandis qu'elle courait vers moi, me renversant presque avec la force de son étreinte. « Dieu merci, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» disait-elle. Je suis resté silencieux et lui ai rendu son étreinte, et au bout d'une minute, elle s'est retirée, l'expression sérieuse et plus posée. Elle m'a demandé si le faux Benjamin était parti. J'ai acquiescé. Je lui ai dit... Je pense que oui, il m'a sauté dessus quand je dormais et m'a amené ici. J'étais inconscient, mais je n'ai vu aucun signe de lui quand je me suis réveillé. Il n'est pas sorti de la chambre, n'est-ce pas ? Elle secoue la tête. D'accord, alors il doit être dans notre monde. Cet enfoiré voulait voler ma vie et maintenant il l'a fait.
Je me suis repris et lui ai souri tristement. Mais non, t'inquiète, ça va aller. On va trouver une solution. J'ai étendu la main pour lui caresser les cheveux, mais elle a reculé. Elle m'a dit « Je suis désolée, Benjamin. Je suis si heureuse de te voir, mais il te ressemble tellement. Et je suis coincée ici depuis 2 semaines avec lui. Il va me falloir un peu de temps pour me réadapter, c'est tout. » Elle recula de quelques pas, ses mains tenant ses coudes et me sourit en s'excusant. « Mais je vais bien, t'inquiète, je vais m'en sortir. Et toi ?» Essayant de cacher la douleur et la culpabilité que je ressentais à ces mots, je me suis détourné pour regarder le salon. « Je vais bien. Il m'a étouffé, mais je vais bien, à part un mal de gorge terrible. » Je lui ai jeté un coup d'œil. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que tout cela est insensé et hors de notre contrôle, mais c'est quand même une version de moi qui le fait. » Je voulais demander des détails sur la façon dont il avait pu la maltraiter, mais je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour elle qu'elles ne l'étaient déjà, et nous pourrions en parler plus tard quand elle serait prête. Au lieu de ça, j'ai ajouté sans conviction « Je sais qu'il est fou, et j'espère que tu sais que je ne suis pas du tout comme lui. » Magali a tendu la main et m'a touché le bras. « Mais oui, je le sais, t'inquiète, tu n'es pas lui, et je sais que tu n'es pas comme lui, et honnêtement, j'ai presque eu pitié de lui à certains moments. Je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que je peux dire et de ce qu'il en a dit, cet endroit est vraiment foutu, complètement dangereux. Il a dit que les gens devenaient fous ici, et je pense que c'est aussi une partie de son problème. » Elle retira son bras, sa voix tremblant légèrement. « Tu sais comment nous ramener ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête en me détournant à nouveau, honteux de la regarder plus longtemps. J'essaie de comprendre depuis que tu as été enlevé, mais je ne sais pas encore. J'ai communiqué avec lui par l'intermédiaire de la station que ma tante m'a donnée. Il a fait de même avec un papier qu'un de ses oncles de ce côté-ci lui avait donné. C'est grâce à ce papier et aux 2 combinés qu'il fabrique les portes. Mais quoi que je fasse, rien ne semble fonctionner. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage de Magali s'assombrir de désespoir. J'ai pointé du doigt la chambre et j'ai continué. Il y a du sang là-dedans, il y en a beaucoup. Et il y avait aussi du sang dans ma chambre quand tu as été enlevé. J'avais peur que ce soit le tien, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas ? Elle hésite, puis secoue la tête. D'accord, c'est ce que je pensais. Le sang doit en faire partie alors. Tu as vu comment il a fait ? De nouveau cette étrange pause, puis elle fait un rapide hochement de tête. Elle m'a expliqué qu'elle l'a vu dessiner la forme d'une porte avec du sang, et à l'intérieur du papier, le contour dont j'avais parlé. Elle m'a demandé si le papier était toujours là. Elle a regardé la chambre en passant devant moi, et m'a demandé finalement « L'a-t-il emporté en partant ?» J'avais enfin une bonne nouvelle. Il l'a fait, mais t'inquiète, j'en ai d'autres. Quand j'ai réalisé que je n'arriverais peut-être pas à te faire comprendre par moi-même, j'ai commencé à espérer qu'il reviendrait me chercher. J'ai pris l'habitude de dormir avec mes chaussures toutes les nuits, et j'ai gardé les bandes de papier que j'avais gardées dans le fond de mes chaussures. Si on parvient à trouver un moyen de créer la porte, j'ai le papier pour le faire. Son expression s'est illuminée pour la première fois, et elle m'a même pris la main, m'entraînant dans la chambre. Elle m'a dit d'essayer, que ça marcherait peut-être. J'ai pris les bandes de papier dans mes chaussures, et pendant les quelques minutes qui ont suivi, nous les avons collées avec soin, en alternant les couleurs crème et bleu. Pour autant que je puisse en juger, c'était presque exactement la façon dont il les avait disposées lorsqu'il a emmené Magali. Puis, trempant une gomme à crayon dans le sang qui s'épaississait sur le sol, j'ai tracé le contour comme elle me l'avait demandé. Mais tout cela n'a rien donné. Après quelques minutes d'attente, j'ai réessayé. Rien ne change. Soudain, Magali est passée devant moi, les doigts dégoulinants de sang. Elle a frénétiquement tracé et retracé le contour, encore et encore, mais en vain. En hurlant, elle a donné un coup de poing contre le mur et s'est effondrée sur le sol. Je me suis rendu compte que sa main n'était pas recouverte du sang du sol, mais qu'elle saignait elle-même. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment tu t'es blessé à la main ?» J'ai commencé à lui tendre la main, mais son regard noir m'a arrêté. Elle m'a répondu « Je l'ai mordu tout à l'heure. J'ai pensé qu'il avait peut-être besoin de mon sang, de sang plus frais,
ou d'autre chose qu'une putain de gomme à effacer sur le mur. Je sais pas. Elle soupira profondément et sembla reprendre le contrôle. Elle a insisté sur le fait qu'on devait partir le plus vite d'ici, et sa main ensanglantée toucha son col. Ensuite, elle a continué à parler. Putain, ce truc est toujours allumé. Il a dit que la clé était dans son placard, mais je ne peux pas l'atteindre. J'ai dégluti et acquiescé, me levant d'un bond pour vérifier l'armoire. J'y ai trouvé un petit assortiment de vêtements et quelques paires de chaussures, mais le reste du placard était consacré aux livres. Ils étaient empilés sur une étagère en haut et en piles bien ordonnées le long des murs du placard. La plupart d'entre eux semblaient relever du fantastique ou de la science-fiction, beaucoup d'auteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Certains des auteurs n'avaient jamais écrit de livre dans mon monde. Au sommet de la pile de livres la plus proche se trouvait une clé. Une fois Magali libérée, nous avons fouillé l'appartement à la recherche d'indices permettant de rouvrir la porte. 30 minutes plus tard, nous étions de retour dans le salon. Magali regardant le sol d'un air triste, tandis que j'essayais de trouver quelque chose de réconfortant à dire. « Écoute, ça va s'arranger, on va s'en sortir, mais ça peut prendre du temps. » Son expression n'a pas changé et j'ai continué. « Il faut que j'aille chercher des provisions. Je dois voir si cet endroit ressemble à ce qu'il a dit. Peut-être que ce n'est pas si mal et qu'il n'est qu'un menteur fou. » Je savais que le sous-texte tacite de ce que je disais était qu'avec un peu de chance, ce serait bien parce que nous pourrions être coincés ici. Mais je ne pouvais pas supporter de le dire. Au lieu de ça, l'idée d'être coincé dans cet endroit restait suspendue entre nous comme une sorte de nuage nocif, tuant lentement le peu d'espoir qu'il nous restait. Alors que j'étais dans mes pensées, je me suis rendu compte que Magali était debout. Elle m'a dit « Tu as raison, allons voir à quoi ressemble cet endroit. » J'ai pensé protester, demander qu'elle reste dans l'appartement au cas où le monde extérieur serait trop dangereux, mais je voyais bien qu'elle était décidée à partir et qu'il serait bon que nous soyons deux. À nous deux, nous avons réussi à trouver une paire de longs couteaux de cuisine et une lampe de poche, ainsi qu'une veste légère avec des poches dans lesquelles je pourrais ranger les objets pendant le voyage. Puis, nous sommes partis. En sortant de l'appartement, le mauvais état du couloir correspondait au trou dans le plafond de l'appartement. La seule chose qui semblait nettoyée ou bien entretenue était l'ascenseur, dont le laiton avait l'éclat d'un miroir. Je me suis arrêté pour regarder le reflet, mais je n'ai rien vu. Devant son regard interrogateur, j'ai expliqué à Magali ma rencontre dans le couloir. Elle m'a dit que le faux Benjamin, comme elle l'appelait, lui avait parlé un peu des miroirs, mais pas beaucoup. Elle m'a demandé comment j'avais pu le voir dans le reflet de l'ascenseur, et j'ai réalisé que je ne le savais pas. Mais à ce moment-là, nous étions en train de pousser la porte extérieure du rez-de-chaussée. Lorsque nous sommes sortis, la première chose qui m'a frappé a été le silence qui régnait dans la ville. Ah, comme elle était calme. Il était encore tôt, mais dans notre monde, il y aurait déjà eu des gens dehors et des voitures qui s'activeraient dans des ruelles étroites de la rue qui passent devant l'immeuble. Il y aurait aussi des bruits de la nature, même s'il ne s'agissait que d'un chant d'oiseaux ou d'un aboiement de chien. Ici, il y avait une poignée de voitures qui roulaient dans la rue, et les gens qui les conduisaient semblaient soit regarder droit devant eux comme si leur regard était soudé à la route devant eux, soit regarder constamment dans toutes les directions, apparemment terrifiés par une attaque surprise. Il était difficile de dire quelle était la meilleure idée. Nous avons tourné à gauche et sommes descendus vers ce qui serait une épicerie de quartier dans notre monde. En chemin, nous n'avons croisé que 2 personnes, qui marchaient avec détermination sur le trottoir le plus éloigné. Ils nous ont jeté des regards méfiants, mais c'est tout. Et ma tentative de saluer la 2e personne a été complètement ignorée. Au bout du pâté de maison, nous avons découvert que l'épicerie Patterson's Grocery Store était devenue Patterson Package Shop. Mais lorsque nous sommes entrés, nous avons constaté qu'à part une grande quantité d'alcool, l'endroit vendait toujours de la nourriture et des boissons diverses. En nous serrant les uns contre les autres, nous avons choisi une petite variété d'articles et nous nous sommes dirigés vers l'avant. L'argent ne semblait pas être un problème pour le moment, car le faux Benjamin avait laissé une petite pile de billets et une carte de débit avec le code PIN collée au-dessus du comptoir de la cuisine.
Les billets étaient rouges et me rappelaient l'argent du Monopoly. Mais lorsque j'ai tendu au caissier un billet de $100, il l'a pris sans se plaindre et m'a donné une poignée de monnaie étrange en retour, y compris une autre pièce de 5 centimes de leur monde. En sortant, nous avons failli être écrasés par un grand adolescent qui est entré en trombe dans le magasin. En franchissant le seuil, il s'est mis à hurler qu'il avait besoin de, je cite, « nouvelle clope pour sa putain de mère. Va les chercher pour elle, espèce d'enfoiré de Cosning. » J'ai propulsé Magali sur le trottoir, mais pas avant d'avoir entendu la caissière hurler que la mère du garçon était morte depuis 3 ans et qu'elle lui cassait les couilles. Nous avons échangé un regard avec Magali, stupéfait, et j'ai proposé de rentrer à l'appartement. Mais Magali était déjà en train d'ouvrir une bouteille d'eau et de traverser la rue. Il commençait à y avoir plus de circulation, mais le flux de personnes était encore anémique. J'ai fait remarquer que c'était ce à quoi ressemblait le monde après une épidémie dans un film, où la moitié de la population aurait été décimée. Magali m'a jeté un coup d'œil, le visage dur. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas si c'était si loin de la réalité. Ensuite, elle a pointé devant elle le parc Bristow, qui portait le même nom ici aussi. Elle a dit « Allons-y et voyons s'il y a des gens dehors ». Notre version du parc Bristow était toujours très animée le matin. Le week-end, il y avait des familles et des parties de football ou de frisbee. Mais même en semaine, il y avait un flot constant de joggeurs, de promeneurs de chiens et d'autres personnes. Au début, nous pensions que cette version du parc était largement vide, mais Magali a ensuite entendu des chants. Les chemins extérieurs du parc suivent des haies et des arbres cultivés, se courbent et serpentent le long du périmètre du parc avec des entrées dans les zones les plus centrales tous les 100 mètres environ. Même lorsque l'on commence à emprunter l'un des chemins intérieurs, il faut faire plus de quelques pas avant de découvrir les grands espaces au centre du parc. Alors que nous marchions sur le chemin extérieur, Magali s'est soudain engagée dans l'un des chemins intérieurs, murmurant qu'elle entendait de la musique. Je l'ai suivie, mais je n'ai d'abord rien entendu. Ce n'est qu'au moment où nous nous sommes engagés dans l'herbe mourante du champ central que j'ai entendu les faibles chants ou psalmodies qui provenaient de la foule de personnes regroupées autour de l'énorme feu de joie qui se trouvait au loin. Magali se dirigeait rapidement vers le groupe, et après quelques pas, je l'ai arrêtée en lui attrapant le bras. Elle se tourna vers moi, le regard féroce, la voix basse et tremblante. « Qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois ça ?» me demanda-t-elle. J'étais plus concentré sur Magali à mesure que nous nous rapprochions, mais en regardant à nouveau, j'ai vu exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Le bûcher n'en était pas vraiment un. Il s'agissait d'un cadre métallique de 20 mètres en forme de X, dont la moitié inférieure était plus trapue et beaucoup plus épaisse que la partie supérieure. À l'intérieur du cadre, du bois avait été soigneusement inséré et enflammé. Tout cela était très étrange, mais je ne l'ai noté que de manière superficielle en regardant l'homme s'enflammer. L'homme avait été déshabillé et enchaîné à chaque poignet, les longs liens métalliques s'étendant dans la foule de chaque côté du X en flammes. L'homme se trouvait au milieu, entre les jambes de l'effigie en flammes. Le haut du métal chauffait à blanc à quelques centimètres de sa tête. L'air autour de lui scintillait sous l'effet de la chaleur. Sa peau noircissait et s'écaillait, tandis qu'il était ballotté d'un côté de l'autre du X, au gré des caprices de la foule qui tirait sur les chaînes. Nous étions encore à 50 mètres, mais lorsqu'une brise a changé de direction, j'ai pu sentir l'odeur âcre et sucrée de sa chair en train de cuire, alors même que je l'entendais crier. J'allais commencer à éloigner Magali quand je me suis arrêté, ma peau se refroidissant. L'homme ne criait pas, il riait. J'ai tiré faiblement sur Magali et elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux mouillés et écarquillés. Nous avons commencé à reculer lentement et j'étais terrifié à l'idée qu'on puisse nous remarquer à tout moment. Mais la foule était fascinée, et même lorsque l'homme a cessé de rire et s'est affaissé en avant, ils l'ont maintenu en l'air et ont dansé comme dans une sorte de lutte macabre. Nous sommes retournés vers le périmètre du champ.
Dans le dernier regard que j'ai jeté avant de reprendre le chemin et de quitter le parc, j'ai vu la viande cuite de l'homme commencer à se détacher, tandis que la foule le déchirait en deux. Je jure que je pouvais entendre le halètement humide de sa peau en train de se rompre, le craquement gras de ses os les plus faibles en train de fléchir et de se briser, mais cela semblait impossible à une telle distance. Que ce soit réel ou imaginaire, j'ai dû m'arrêter et vomir sur le chemin, Magali me tapotant le dos en me disant de me dépêcher si je pouvais. Nous sommes sortis du parc et avons rapidement regagné l'appartement. Je pouvais sentir la terreur de Magali et je savais que la mienne était équivalente, mais je ne me sentais pas plus proche d'une réponse qu'auparavant. Nous n'avons pas parlé de ce que nous avions vu, mais Magali m'a pris la main et est restée assise en silence avec moi pendant un moment. Je voyais bien que nous commencions tous les deux à sombrer dans le choc ou dans une forme de folie décourageante. Il fallait faire quelque chose. Je me suis levé et j'ai recommencé à fouiller l'appartement à la recherche de ce qui aurait pu nous échapper. C'est alors que j'ai trouvé une enveloppe de couleur crème sur le bureau de la chambre. Je l'ai ouverte et je l'ai lue, puis lu encore et encore, le cœur battant. Quand je l'ai donnée à Magali, elle l'a étudiée longuement avant de lever les yeux vers moi. Elle s'apprêtait à parler, mais je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai lâché le morceau. « Magali, est-ce que le faux Benjamin t'a violée ?» Le récit se déroule maintenant du point de vue de Magali. Le visage de Benjamin était à la fois inquiet, blessé et effrayé lorsqu'il a posé la question, et je me suis senti à la fois l'aimer et le haïr pour avoir posé la question. Je savais qu'il s'inquiétait de mon bien-être, qu'il m'aimait, et je savais qu'il se sentait coupable à cause de la personne qui m'avait enlevé. Mais il y avait toujours quelque chose de si égoïste dans sa question. Il y avait quelque chose de si puéril dans son besoin d'être réconforté si j'avais été violé, ou mieux encore, dans son espoir que je puisse le rassurer en lui disant que les brutalités que j'avais endurées aux mains du faux Benjamin n'étaient pas si terribles que ça, afin qu'il puisse commencer à prétendre que ce n'était pas de sa faute. Parce que tout ça, c'était de sa faute. Je le voyais bien maintenant. Ce n'est pas nécessairement parce que c'était une autre version de lui, mais parce qu'il avait parlé à Pascal, lui avait répondu, lui avait parlé de moi. J'essayais de ne pas être en colère contre lui, mais j'étais tellement blessé et effrayé, et nous devions sortir de cet endroit. J'avais déjà songé à mentir à Benjamin après avoir lu sa lettre. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle le faux Benjamin avait menti au sujet de mon viol, que ce soit à cause de sa folie, de sa cruauté naturelle, ou simplement pour que Benjamin le déteste encore plus. Cela n'avait aucune importance. Si cela pouvait faire disparaître la culpabilité et la colère de Benjamin assez longtemps pour le forcer à faire ce qui devait être fait, c'était une bénédiction. Et si le visage triste et le ton inquiet de Benjamin rendaient le mensonge plus facile, qu'il en soit ainsi. Je pourrais demander pardon quand nous ne serions plus en enfer. Oui, il l'a fait. Il a commencé le 2e jour et ça a empiré au fil des jours. C'était de plus en plus extrême. J'allais essayer de faire semblant de pleurer, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Après tout, après ce dont nous venions d'être témoins, les larmes allaient venir facilement pendant un certain temps. J'ai vu le visage de Benjamin s'assombrir et ses poings se serrer le long de son corps. C'est la réaction que j'espérais. J'ai attendu un moment pour qu'il réfléchisse et j'ai continué. Et j'ai menti tout à l'heure. J'en sais un peu plus sur la façon de faire fonctionner la porte. Ce n'est pas Benjamin qui a tué une petite fille. Il a utilisé son sang pour ouvrir la porte. C'était en partie une supposition de ma part, mais j'en avais assez vu pour que ce soit une supposition éclairée. Les yeux de Benjamin s'écarquillèrent un peu, mais il avait toujours l'air dur et déterminé. Il a fini par parler. « Alors c'est ce que nous allons faire. Je trouverai quelqu'un et je lui prélèverai du sang. » J'ai grimacé et il s'est arrêté. Il m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis léché les lèvres. Demander le pardon quand on n'est pas en enfer. Benjamin, je veux dire... le faux Benjamin m'a dit qu'il devait provenir d'un enfant et que le sang ne fonctionnait que lorsqu'ils étaient en train de mourir. Je ne voulais pas te le dire parce que c'est tellement horrible,
mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous ramener à la maison. » C'était aussi un mensonge, bien sûr, car le faux Benjamin ne m'avait jamais dit une telle chose. Mais c'était logique. Le reste du sang de la fille n'avait pas fonctionné, et mon propre sang frais non plus. Nous devions donc reproduire le plus fidèlement possible ce que le faux Benjamin avait fait, et ce, dès que possible. Nous n'avions pas le temps pour Benjamin de faire la morale, et d'essayer d'imaginer des alternatives humaines, de laisser l'avantage que ses émotions lui donnaient maintenant s'émousser avec le temps et l'équivoque. Non, on devait sortir d'ici, et c'est ce qu'il m'a dit. On doit sortir d'ici, je dois arranger les choses et te faire sortir d'ici. Si je dois faire quelque chose d'horrible pour y parvenir, ce sera de ma faute. Ses yeux brillaient, mais sa voix ne faiblissait pas. Je vais trouver quelqu'un tout de suite pour qu'on en finisse. J'ai tendu la main à Benjamin et je l'ai serré. Et je lui ai dit que je l'aiderais.